Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Depuis 2012, le Mali connaît une crise multidimensionnelle, multiforme. Résultat, les 2/3 du pays occupés par des extrémistes religieux pendant plusieurs mois. Quelles sont les influences laissées sur le terrain par les narco-djihadistes? Les Maliens sont-ils proies à la radicalisation? Faut-il des mesures spéciales pour le Mali qui est à 80% ou à plus de 80% musulman? Voici quelques questions, vont répondre nos invités. On est lundi 21 mars, bienvenue au Grand Dialogue. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. La technique est assurée par Mamadou Ouattara et nos invités du jour sont Brema Elidiko, chef du département socio-anthropologie à l'université de Bamako. Oumar Bachili, il est le maire de Mopti, il sera en ligne avec nous. Sveti Agakado de la société civile et Siaka Tcheblendoumia du Centre d'analyse politique et économique. Le grand dialogue. À l'issue d'une campagne de sensibilisation menée discrètement pendant plusieurs semaines par plusieurs acteurs locaux et gouvernementaux, environ 200 jeunes ont déposé les armes en acceptant de se désengager des groupes djihadistes. La déradicalisation est donc en route. Ces jeunes étaient principalement membres du Front de libération du Massina, la fameuse Katiba du centre dirigée par Amadou Kofa. L'opération a duré quelques semaines et a impliqué plusieurs responsables gouvernementaux, des élus locaux, des chefs religieux, des associations et des notables de Mopti. On a en ligne le maire de Mopti, Oumar Bachili. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, la toute première question, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que beaucoup de Maliens rejoignent les camps des djihadistes? En fait, il faut nuancer. On ne peut pas dire que beaucoup de jeunes Maliens rejoignent le camp des djihadistes. Mais il faut remarquer quand même que dans la région de Mopti et surtout dans le delta intégral du Niger, le delta central, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui ont, d'un moment ou d'autres, rejoint le camp des djihadistes du fait de la présence de Amadou Kofa. Maintenant, je pense que ça, c'est à ce niveau. Mais de là à généraliser, je ne pense pas qu'on puisse vraiment généraliser cette situation. Un autre téléphone, donc, Brema Elidiko, il est le chef du département socio-anthropologie à l'université de Bamako. Il est avec nous, monsieur Diko, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. Merci de votre disponibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, selon votre analyse sociologique, on peut dire qu'il y a beaucoup de Maliens qui rejoignent les rangs djihadistes extrémistes? Bonsoir déjà à tous les auditeurs. Merci pour ce thème très intéressant. Dire qu'il y a beaucoup de Maliens, ce serait trop dire, parce que d'ailleurs, quand on regarde de façon générale, beaucoup de jeunes sont contre le djihadisme. Il y a une partie des jeunes qui, à un moment donné, ont rejoint le rang des Moujao ou bien d'autres groupes en Sardine du Nord et autres. Mais de là à dire qu'il y a beaucoup, ce serait, je dirais tout à fait, je m'inscrirais en fait en faux, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est vraiment une petite portion des jeunes. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, vous avez dit tout à l'heure, certains ont déposé les armes. Mais il y a aussi tous ceux qui ont renoncé justement à s'engager dans ces mouvements djihadistes et armés et autres, parce qu'ils n'étaient pas du tout convaincus de l'idéologie djihadiste et autres. Voilà, donc maintenant, si on pourra aborder les causes en profondeur, et là vous verrez que c'est un phénomène en fait qui va, à mon avis, vite fait être éradiqué si on arrive en fait à donner des opportunités en fait aux jeunes, des perspectives d'avenir. Sveti Agakado, vous êtes... C'est ce que je veux dire. D'accord, merci beaucoup pour cette brillante analyse. Sveti Agakado, vous êtes de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, on peut dire un peu que le Mali est quand même proie à une certaine radicalisation? Merci de me permettre d'aborder un sujet aussi important, le sujet du radicalisme.
Moi, quand vous évoquez le djihadisme, je vois derrière ce terme-là plus du banditisme, plus, n'est-ce pas, une volonté de changer de statut, une volonté de se révolter contre la société, plutôt que la vision qu'on se fait très souvent du djihadisme, c'est-à-dire des gens animés d'un esprit religieux, des gens animés d'un esprit de redresser, n'est-ce pas, la vision religieuse de la société. Je vois plutôt des défis de la société et ça, de mon point de vue, le nombre est en train d'augmenter. Donc on ne dirait pas que beaucoup de Maliens, c'est-à-dire une écrasante majorité des jeunes de Mali sont en train de rejoindre le djihadisme. Je dirais plutôt qu'une bonne partie des jeunes s'inscrivent de plus en plus, n'est-ce pas, dans ce courant de révolte, dans ce courant de vouloir à tout prix parvenir à leur fin, même si c'est par des méthodes peu orthodoxes. Et je crois que la gouvernance, d'une manière générale, est en train de s'aimer les germes, n'est-ce pas, de cette radicalisation-là, qui fait que les jeunes, même qui ne connaissent pas un verset de Coran, partent s'inscrire, n'est-ce pas, aux côtés, n'est-ce pas, de personnes censées porter un message religieux, et ne serait-ce que pour parvenir à leur fin. Là, le nombre est nettement en augmentation, malheureusement. Siaka Tcheblin Doumbia, vous êtes donc du Centre d'analyse politique et économique. On a vu le Mali prôner un islam tolérant depuis le XVe siècle. Alors, qu'est-ce qui explique un peu aujourd'hui cette forme de radicalisation? Ok, merci beaucoup, M. Touré. Bonsoir à tous nos auditeurs. Vous savez, je suis d'accord en partie avec tout ce qui a été dit. Dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'aller dans le sens de la radicalisation. À mon avis, c'est trop dit. Mais une chose est réelle, c'est qu'il ne faut pas non plus négliger ces phénomènes. Lorsque nous regardons les causes qui sous-tendent ces phénomènes, à mon avis, ça prouve déjà qu'il y a des efforts à faire de part et d'autre. D'abord, les causes, le professeur a dit tout à l'heure, si nous décidons de prendre les causes, il y a la plupart de ces jeunes qui s'investissent dans ce élan, ils s'y investissent non pas pour des fins religieuses, mais pour la déception. On a l'habitude de dire que la plupart de ces radicalisés ont en commun une situation d'échec, de rupture et une façon d'abandon de la société. Et donc, si ces situations prévaut, si le manque d'emploi, si le chômage, si l'exclusion prévaut toujours dans la société, je pense que nous ne pouvons qu'assister de jour à jour à la montée de ce phénomène-là. Alors, Brema Elidiko, vous êtes chef du département socio-anthropologie à l'université de Bamako. Est-ce que vous pouvez nous dire, en grosso modo, quelles sont les villes ou les villages aujourd'hui qui enregistrent de forts taux de recrutement de combattants djihadistes au Mali? Alors, en fait, bon, pour le moment, on évoque beaucoup la région de Mopti, on parle de djihadistes, mais à mon avis, d'ailleurs, c'est là où on fait beaucoup d'amalgame. Parce que dans la région de Mopti, il y a eu beaucoup de cas d'exactions. Les gens essaient beaucoup plus de faire des règlements de compte. Et comme si je prends par exemple le cas de l'État est absent, si je prends le cas de Dia, c'est l'État est absent, donc tout le monde, l'État, c'est pour voir ça. Et donc, les anciens bergers qui ont eu des soucis avec des agents des eaux de forêt, de temps en temps, essaient de terroriser et de se venger par là. Bon, donc, on les qualifie de djihadistes. Donc, c'est vraiment toute personne qui prend une arme pour se venger est qualifiée de djihadiste. Dans les régions du Nord, on pourra, que ce soit Tombouctou, Gao, Kidal, on voit beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés, qui arrivent à se faire coopter par des réseaux djihadistes. Pourquoi? Parce que ces réseaux-là les proposent un salaire entre 100 et 150 000 par mois. Donc, pour eux, c'est plus. On va donc revenir très prochainement dans le deuxième volet aux différentes raisons qui poussent les gens à aller vers le djihadisme. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, proportionnellement, quand on prend la population en général, on va dire dans la région de Mopti, qui sont aujourd'hui ces combattants-là? Est-ce que, en majorité, ce sont des hommes d'âge mûr? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des femmes? À qui est-ce que ces djihadistes s'adressent aujourd'hui pour recruter?
Ben, vous savez, comme je vous ai dit, dans le delta intérieur depuis le 10e siècle avec la Dina, de Soko Amadou, il y a l'école coranique et qui est fréquentée par presque tous les jeunes. Maintenant, avec cette situation du djihadisme et puis avec la pénétration de l'islam dans nos cultures de façon profonde, il y a eu cette interférence. Et je vous fais remarquer que le taux de déscolarisation est plus élevé dans le national. Et le taux de scolarisation Monsieur le maire, est le plus bas. la ligne téléphonique nous trahit un tout petit peu. On va demander à la technique de vous rappeler. Pour l'heure, Betty Agakado, vous êtes de la société civile. Qui est la proie aujourd'hui de ces narco-djihadistes? Est-ce qu'on parle plus des femmes? Est-ce qu'on parle plus des enfants? Monsieur le maire parlait tantôt des élèves de l'école coranique. Alors, ces élèves sont en général des enfants d'un certain âge quand même. Alors, selon vous, qui est aujourd'hui la proie de ces narco-djihadistes? Naturellement, les proies les plus faciles, ce sont les jeunes qui viennent d'arriver, n'est-ce pas, dans la vie adulte. Ils sont pressés, n'est-ce pas, fortune ou sinon de changer leur statut d'enfant. Et évidemment, quand ils sortent, quand ils terminent leurs études coraniques, avec tout ce que les prêcheurs et tout ce que certains, n'est-ce pas, leur inculquent comme mentalité, ils sont facilement, et c'est des adolescents. Et l'âge de l'adolescence, c'est l'âge de la révolte, de la révolution en quelque sorte. Donc facilement, ils sont attirés par ces maîtres, je dirais sorciers aussi, il faut les appeler ainsi. En tout cas, ces recruteurs-là qui vont les attirer facilement, moyennant des promesses de paradis, des promesses d'argent, des promesses de toutes sortes. Mais de l'autre côté, on recrute des gens, des non-lettrés. Je l'avais dit tantôt, ce sont des jeunes. Quand je parle de jeunes, c'est surtout dans les régions du Nord, où il y a très peu d'activités, n'est-ce pas, génératrices de revenus. Alors dès qu'on affiche un petit quelque chose pour certains jeunes, ils sont prêts à aller. Ils sont prêts à aller, ne connaissant même pas en réalité qu'est-ce que c'est que le Coran. Donc il y a deux, si vous voulez, il y a deux cibles. Les jeunes désœuvrés et les jeunes lettrés, n'est-ce pas, qui sont faciles à convaincre par un certain nombre, n'est-ce pas, de leçons reçues de leur maître. En dehors de cela, il y a bien sûr quelques grands adultes et quelques rares femmes qui se recrutent dans ce lot de soi-disant djihadistes. Mais en réalité, c'est surtout les jeunes qui sont ciblés par... Il semble que tout va bien maintenant du côté de la technique. Monsieur le maire, vous nous entendez? Oui, je vous entends maintenant. Alors, Oumar Bathily, vous expliquiez donc les proies. Qui sont aujourd'hui, on va dire, les proies de ce djihadisme? Vous étiez sur une lancée, vous nous parliez des élèves des écoles coraniques. J'ai dit il y a les élèves de l'école coranique qui sont des adeptes des maîtres coraniques. Deux, il y a des jeunes aussi qui sont complètement désœuvrés, désemparés. Et tantôt, quelqu'un le disait, c'est vraiment des proies très faciles. Et ça, c'est dans la région de Mopti. Et vous voyez que là où il y a eu l'occupation dans le nord, que ce soit le Moujao, que ce soit l'Ansardine, ça, c'est de l'argent qui circule. Et on ne peut pas faire un peu... on fait la liaison vite fait entre le banditisme et le djihadisme. On peut même plus faire la différence. Ça veut dire que c'est une jeunesse manipulée, c'est une jeunesse désœuvrée, et c'est une jeunesse sans emploi qui est la proie facile.
On comprend donc qu'il y a une grosse confusion autour justement des bandits armés et aussi de ceux qui se réclament être des combattants de la religion. Nous poursuivrons ce débat après quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous suivez le grand dialogue du studio Tamani. On parle de la paix au Mali. Est-ce qu'elle est menacée par la radicalisation religieuse? On a comme invité Brema Elidiko, chef du département socio-anthropologie de l'université de Bamako, Oumar Bachili, il est le maire de Mopti, Speti Agakado de la société civile et Siaka Tcheblin Doumbia du centre d'analyse politique et économique. Alors, Brema Elidiko, parlons un peu des raisons justement des recrutements de ces supposés, de ces combattants de la religion, entre guillemets, comme ils aiment bien se faire rappeler. Quelles sont les raisons qui poussent aujourd'hui les jeunes à partir dans les rangs des djihadistes? Voilà, alors les raisons sont nombreuses. Moi, je voulais déjà parler du chômage qui est important parce que vous savez, chaque année, d'après la Banque mondiale, il y a 200 à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Malheureusement, une infime partie arrive à s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc, le taux de chômage est très élevé. L'autre raison, vous savez, au Mali, on a des écoles franco-arabes qu'on appelle les Mendersa. Et généralement, les sortants de ces écoles-là n'ont pas forcément de débouchés à part l'enseignement. Et là aussi, les possibilités d'enseignement sont très minces. Donc, ils se sentent un peu frustrés. Certains d'entre eux donc, sont assez ouverts à un certain discours. Ils se sentent délaissés par l'État. L'autre raison, c'est aussi des personnes qui sont en faveur d'un islam rigoriste, qui pensent que l'islam malien est un islam trop syncrétique, que ça ne c'est pas donc le vrai islam entre guillemets. Donc eux, ils sont aussi pour l'imposition d'un islam plus rigoriste, quoi. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi toutes les personnes qui pensent que la justice a été mal rendue à un moment donné de leur vie, qui ont été victimes de ponctions de la part des individus. Par exemple, je prends l'exemple de la région Mopti, des bergers peuls qui ont été perdus suite à des procès peut-être mal rendus et autres, qui aujourd'hui sont plus sensibles au discours de Amadou Koufa ou Diada Gali, et donc qui trouvent là une occasion de se venger. À la fois, ils prennent pour cible l'État ou tous ses représentants. Après, il y a aussi la part du gain facile et rapide, parce que vous savez, dans les groupes djihadistes, on propose de l'argent rapide. Même si les gens ne regardent pas forcément les conséquences en termes de perte de vie, tout ce qui peut les arriver, on leur propose deux choses. Quelqu'un a dit le paradis. Tout musulman se dit oui, le paradis c'est l'endroit préféré. Donc, si on peut faire du bien tant soit peu, les gens aussi peuvent s'engager. Donc voilà, entre autres, rapidement quelques raisons qui poussent les gens à adhérer à ces réseaux. Sbeti Agakado de la société civile, Brema Elidiko parlait tantôt de facteurs économiques, d'autres facteurs sociaux qui sont pris en compte également. Est-ce que vous pensez que l'ignorance est un facteur aujourd'hui pour ces jeunes-là d'aller vers les combattants narco-djihadistes? Pour ce qui est des jeunes, n'est-ce pas, qui sont le fruit un peu de l'enseignement religieux, moi je pense que le facteur principal est très souvent lié à l'interprétation des textes. Vous savez que les courants religieux ont plusieurs interprétations par rapport à tous les aspects, n'est-ce pas, de l'enseignement coranique. Et ce sont ces interprétations-là, ces divergences, n'est-ce pas, dans les interprétations qui amènent certains, vous voyez, à s'opposer entre eux-mêmes. Vous voyez les courants religieux. Regardez un peu comment ça se passe sur la scène nationale aujourd'hui entre certains courants. Ça se jette des flèches dans tous les sens. Donc les jeunes qui sont derrière, n'est-ce pas, ces leaders religieux-là, sont tentés de regarder les autres comme étant réellement des gens totalement en déviation. Ne parlons pas de ceux qui ne sont pas allés à l'école coranique. Donc il y a des prêcheurs ou si vous voulez des leaders qui poussent réellement ces jeunes-là à regarder dans des sens très très négatifs. Ça c'est un fait. Le deuxième fait,
c'est évidemment le mal-vivre. Le mal-vivre qui se généralise de plus en plus. Le mal-vivre, je veux dire par là que, au-delà de ceux qui vont dans les écoles religieuses, il y a quand même cette masse critique de jeunes qui sont en face d'une gouvernance déliquescente, n'est-ce pas? D'une gouvernance qui ne répond plus aux aspirations des jeunes, d'une gouvernance qui crée des injustices, d'une gouvernance qui crée des privilèges pour certains, et c'est tout cela qui crée une certaine amertume chez certains, qu'ils soient religieux ou non. C'est les fondements, les germes même, si vous voulez, du radicalisme, c'est quand la société n'arrive plus à fournir aux administrés, ou si vous voulez, aux citoyens, des modèles qui peuvent, n'est-ce pas, endiguer, freiner, n'est-ce pas, ces déviations-là. Donc, quand ce sont les déviations qui prennent le dessus sur les actes positifs, alors il faut s'attendre à ce qui est en train de nous arriver. Malheureusement, le monde dans sa généralité est un monde qui est en train d'aller dans toutes sortes de déviations, malheureusement. Siaka Tcheblin Doumbia, vous êtes du Centre d'analyse politique et économique. Pourquoi maintenant? Le Mali est quand même à majorité musulman depuis beaucoup de siècles. Et pourquoi c'est uniquement maintenant qu'on voit la radicalisation au niveau de l'islam essentiellement? Moi, je pense qu'il faut quand même essayer de faire un lien avec également le conflit que nous avons connu tout à l'heure en 2002, vous l'avez dit dans votre introduction. Bien avant ce conflit, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de Maliens qui ne partaient pas se battre en extérieur, peut-être en Libye, en Algérie ou ailleurs. Mais c'est avec le conflit, c'est avec le fait que ces mouvements terroristes ont mis leur nid ici, dans la partie septentrionale, que nous assistons aujourd'hui à la montée en puissance de ce phénomène-là. Et donc, c'est très facile. Lorsque nous avons ces nids-là, c'est facile de récupérer des jeunes qui sont totalement désabandonnés, de faire le nécessaire pour essayer de les proposer. On parle du paradis par exemple, mais moi je me dis aujourd'hui, la détermination de ces jeunes-là tient d'abord à leur survie qu'au paradis. C'est-à-dire qu'ils se battent au sein, qu'ils rejoignent ces mouvements terroristes aujourd'hui pour pouvoir avoir leur pain quotidien. Nous avons vu des jeunes moi personnellement, j'ai discuté avec des jeunes qui m'ont dit, écoutez, si aujourd'hui moi je sais comment intégrer l'État islamique en Libye, dont on a dit qu'ils veulent recruter des jeunes à hauteur de 600 000 francs, moi je vais partir, pas pour la religion, mais pour essayer de sortir aujourd'hui de la situation dont ils vivent. Au péril de leur vie. Pour essayer en tout cas de se détacher de cette catastrophe que moi je qualifie comme ça. Et donc tant que nous ne mettons pas en place une solution pérenne, une solution durable dans le cadre de la lutte contre le chômage, il faut s'attendre à une montée de jour à jour. On a vu quand même des jeunes risquer leur vie pour aller traverser l'océan, aller de l'autre côté de l'Atlantique pour Pourquoi pour essayer également de gagner leur vie. C'était pour traverser. Mais en son temps, même aujourd'hui, il y a des jeunes qui traversent l'océan pour aller gagner leur vie ailleurs. Je suis d'accord. Mais en son temps, il n'y avait pas ces mouvements terroristes qui avaient fait leur nid ici dans la partie septentrionale. Et donc, moi, je me dis qu'on a rapproché les marchés aux demandeurs. Si nous avons ces mouvements terroristes qui sont ici dans les parties septentrionales, c'était facile de les rejoindre qu'aujourd'hui d'essayer de risquer sa vie sur l'océan Indien. Alors, monsieur le maire de Mopti, Oumar Bathily, vous êtes toujours avec nous, monsieur le maire? Oui, je suis là. Alors, quelle est aujourd'hui, où est-ce qu'on peut situer la responsabilité de l'État, la responsabilité de l'élu que vous êtes dans tout ça? Bon, en fait, il est difficile de se faire l'autocritique. Je dis que cette responsabilité, de mon point de vue, est générale. Et si vous regardez le contexte géopolitique, tantôt quelqu'un l'a dit, il y a eu la crise de l'Algérie, la Libye, qui a fait que nous avons eu des effets collatéraux par rapport à toutes ces situations. Maintenant, on a parlé de la gouvernance. Je vous le concède. Mais l'État malien aussi... on a parlé de la gouvernance, on a parlé de la justice également. La justice, non, d'une manière générale, la justice, si la justice n'est pas bien rendue, il y a le problème de la gouvernance aussi.
J'ai dit, depuis 2012, vous avez vu, nous avons assisté à une crise sans précédent, et qui a fait que jusqu'à présent, l'État malien est en train vraiment de se chercher. J'ai dit, la bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance, ok, d'accord, mais il faudra aussi que nous puissions avoir du ressort pour essayer de voir objectivement comment gérer cette situation et impliquer la jeunesse dans la gestion de cette situation. Deux, j'ai dit, il faut aussi inciter les jeunes, il faut les proposer et des activités génératrices de revenus. Il faut les insérer dans le tissu socio-économique. C'est là où il y a problème aussi. Alors, parce que dites-nous, monsieur le maire, vous avez quand même réussi à votre niveau à Mopti à déradicaliser, on va dire, environ 200 jeunes. Alors, comment est-ce que vous vous y êtes pris, très concrètement? Et tout simplement, les associations nous ont accompagnés, les partenaires qui nous ont accompagnés, devant leurs responsabilités. Et c'est tout. Il faut les mettre devant leurs responsabilités. Vous savez, la jeunesse, à un moment, comme j'ai dit, est-ce que ça a été difficile de convaincre ces jeunes-là de déposer les armes? Oui, mais ça a été difficile et facile. Facile parce qu'ils ont compris, difficile au moment parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Il n'y avait pas de dialogue. On avait de recul avec ces jeunes. Ils étaient sans repère. Maintenant qu'on a établi le pont pour le dialogue, maintenant, ils ont pris confiance en eux. Ils ont pris confiance. Je voudrais demander à monsieur le maire, qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui a été donné à ces jeunes-là pour qu'ils se déradicalisent? Il ne faut pas se limiter aux mots. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui leur a été donné? Monsieur le maire. Moi, écoutez, quand je dis qu'ils se sont déradicalisés, et je pense qu'ils ont fait c'est une prise de conscience d'abord. On ne va pas les proposer. Monsieur le maire, avec votre permission, monsieur le maire, je sais que vous avez des difficultés à faire votre autocritique en tant qu'autorité, donc laissez-nous, nous, société civile, de la faire à votre place. J'aimerais simplement vous dire que la solution de 200 jeunes dans la région de Mopti, se focaliser sur ça n'est qu'un tapage médiatique, un coup médiatique. Ça ne résout même pas 1/1000, n'est-ce pas, de la problématique de la radicalisation. C'est un peu, ça m'amène à faire une petite comparaison. C'est quand même un effort positif. C'est bien, mais il faut que ça continue. Il faut l'étendre à l'ensemble du Mali. Voilà, à l'ensemble du Mali, parce que sur l'ensemble du Mali, il y a des gens qui sont dans l'attente de trouver une solution à leurs problèmes. Cela m'amène à faire juste la comparaison entre ce qui se passe dans le nord du pays. On a estimé que beaucoup de groupes armés ont pris des armes. Et malheureusement, à ces groupes armés, on est en train de faire des propositions qui vont révolter les autres jeunes. On va laisser le maire finir sur sa lancée et on revient. Moi, je dis, vous avez dit que quelle est la solution, la proposition. Je dis, on ne peut pas faire, à ce stade, on ne va pas faire de propositions. Et en faisant des propositions, je pense que ce n'est pas la bonne solution, de mon point de vue. Je pense qu'il y a tout un processus, il y a une dynamique qu'il faut essayer de développer avec ces jeunes. Il faut les mettre en conscience d'abord. Je dis, nous venons d'une situation extrêmement difficile pour tout le monde, et pour l'État, et pour les collectivités, même pour la société civile. Même pour la société civile. Mais maintenant, il faut mettre en place cette dynamique, que les gens aient quand même le minimum de confiance et situer les responsabilités. On va donner, dans cette situation, je pense que donner ou faire des promesses, ça serait vraiment une illusion. Ça serait vraiment une illusion. Ici, il faut essayer de régler ce problème à la racine. C'est en profondeur qu'on peut trouver la solution durable. Et je dis, quand
quand un jeune prend l'arme contre son État, quand un jeune prend l'arme pour essayer de faire un gaïta, je pense que la solution, ce n'est pas de lui faire des promesses. Nous allons prendre... Oui, monsieur le maire, nous allons observer quelques secondes de pause et nous reviendrons pour la suite de ce débat. Une réaction, Un avis, Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani qui parle de la paix au Mali. Est-ce qu'elle est menacée par la radicalisation religieuse aujourd'hui? Dans le studio avec nous sont Speiti Agakado de la société civile. Il est là également Siaka Tcheblin Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. Au téléphone, nous avons Brema Elidiko, chef du département socio-anthropologie à l'université de Bamako, et monsieur le maire de Mopti, Oumar Bachili. Monsieur le maire qui était donc sur une lancée. Monsieur le maire, je vous redonne la parole tout à l'heure, juste le temps de faire réagir Brema Elidiko. Il est sociologue. Alors, monsieur Diko, est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut situer les responsabilités par rapport à tout ce qui se passe, on a tantôt parlé des facteurs économiques, on a parlé d'autres facteurs sociaux, la pauvreté notamment, est-ce qu'aujourd'hui, on doit pointer du doigt l'État ou le citoyen aujourd'hui doit se remettre en cause lui-même? Parce que ça commence peut-être depuis la famille, l'éducation qu'on reçoit à la maison. En fait, oui, là, c'est une très bonne question. Une responsabilité est toujours partagée. Il y a la part de l'État, il y a la part de la famille, il y a la part des jeunes, il y a la part de la société. Vous savez, il y a un effritement réel des valeurs sociétales. L'éducation, de plus en plus, elle est ce qu'elle est, quoi. Que ce soit en fait au sein de la famille, vous savez, la famille, c'est le soubassement, c'est le pilier. C'est le premier niveau de socialisation et de plus en plus, on voit que les parents, beaucoup de parents, je ne dis pas même pas les parents, certains parents ne socialisent plus leurs enfants comme il faut. Ils ont démissionné. Donc il y a une démission parentale qui est réelle. La réalité, c'est que au niveau de l'école, l'école n'est plus ce qu'elle est. Ensuite, vous regardez les jeunes, ils sont beaucoup plus accros aux médias. C'est beaucoup plus le phénomène Bollywood, Nollywood, Internet qui les intéresse. Ils prennent ça pour la réalité. Donc les parents aussi, il n'y a pas une censure. Donc là, où on peut parler de responsabilité de l'État, c'est qu'on peut développer par exemple des contenus socio-éducatifs, ce qui n'est pas forcément le cas dans les médias. On laisse passer finalement n'importe quoi. La responsabilité de l'État, c'est que beaucoup de jeunes qui ont été formés, qui sont diplômés, n'ont pas de perspective. Nos universités au Mali sont au nombre de 5. Il y a 110 000 étudiants. Les universités sont devenues ce que moi j'appelle des fabriques de chômeurs parce que là, la responsabilité de l'État est réelle. Les conditions d'études ne sont pas bonnes. Et les enfants, ils ont des papiers qui qualifient des diplômes, mais avec pratiquement très peu de compétences. Et lorsque certains arrivent à décrocher les diplômes, les perspectives pour s'embaucher sur le marché de l'emploi sont minimes. Parce que la formation reçue n'est pas vraiment en adéquation avec le besoin du marché de l'emploi. Les jeunes ne savent même pas élaborer un CV, ils ne savent même pas faire de motivation. La part de l'État aussi, c'est de pousser, moi je pense, les jeunes à aller vers des activités génératrices de revenus. Mais pour ça, il faut des banques d'investissement. Malheureusement, nous avons beaucoup de banques de dépôt aussi. Donc là aussi, c'est carrément le rôle de l'État. Quand je dis la société, comme aussi responsable, avant, lorsque la famille socialisait, le second niveau de socialisation, c'était l'école ou la rue. Et donc, n'importe qui pouvait corriger n'importe quel enfant. Mais aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans l'individualisme. C'est chacun son enfant. Et puis, chaque enfant fait ce qu'il veut. La société ne peut plus corriger. Et donc, l'école a failli. Et voilà. Ce qui fait que la responsabilité, de mon point de vue, est tout à fait partagée. Voilà. Parce que même les jeunes qui sont scolarisés, qui ont un certain background, se laissent coopter par certains discours parce qu'ils se disent, oui, comme quelqu'un l'a dit, il y a une mauvaise gouvernance, donc chacun essaie de trouver en fait le raccourci pour s'enrichir, sachant bien que il n'y a pas, c'est pas forcément le bon chemin. Donc les gens se disent, il n'y a pas de perspective, donc je fais ce que je peux. Voilà. Siaka Tcheblin Doumbia du Centre d'analyse politique et économique, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une responsabilité de la communauté internationale vis-à-vis de tout ce qui se passe chez nous? Moi
Ben oui, lorsque nous essayons de partir avec les causes profondes de la crise, en partant par la crise libyenne, donc nous pouvons dire que la communauté internationale a une part de responsabilité dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, ce qui est à souligner, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui au sein de la communauté internationale une politique de prévention de la radicalisation. C'est que nous avons des mesures qui sont là, qui peuvent être utiles pour des jeunes qui quittent ce secteur-là, pour des jeunes déradicalisés, entre guillemets, afin de les insérer dans la vie civile. Mais au sein de la communauté internationale, jusqu'ici, on n'a pas de politique qui empêche ces jeunes-là à aller dans ce sens. Sinon, à mon avis, la responsabilité se situe du côté de l'État, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, et aussi surtout de la société civile et en l'occurrence les instances religieuses qui ont une très grande part des responsabilités. Moi, je vais juste essayer de donner une petite anecdote d'une mosquée à Toronto, au Canada, qu'on appelle Masjid al-Nour. Là, ils ont élaboré un mémorandum de 12 points qu'ils essaient de vulgariser ces mémorandums-là au sein de la jeunesse canadienne. Parmi les points traités, nous avons les parties concernant la paix qui sont prêchées dans le Coran, qui a été le prophète, sa sagesse. Et donc, ce sont des points résumés dans ces mémorandums qu'ils essaient de vulgariser au sein de la société, comment les régions peuvent cohabiter ensemble. Donc, ça aussi, c'est une part des responsabilités des acteurs de la société civile de s'insérer, de s'armer également des moyens pour essayer de prévenir cette radicalisation. Sbetier Kado de la société civile, est-ce qu'il y a une part de responsabilité des groupes armés? Je parle notamment de la plateforme et de la CMA. Les groupes armés sont ceux par lesquels, n'est-ce pas, tous ces phénomènes-là nous sont venus. Qu'ils soient djihadistes ou non djihadistes, on se rappelle quand même que c'est une coalition de tout ce monde-là qui a entamé le Mali en 2012. Et malheureusement, ils l'ont entamé, ils ne se sont pas arrêtés, ça continue toujours. Et c'est pour dire simplement qu'au lieu de s'attaquer aux germes, aux racines, n'est-ce pas, du mal, on l'encourage même. Autrement dit, on l'attise, on le vivifie. Quand c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, rapidement, je sais que au jour d'aujourd'hui, vous êtes, nous sommes en face d'une situation où ce sont les hors-la-loi, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes contre la République. On se souvient qu'en Sardine, c'est muet en HCIA et qu'aujourd'hui, ils sont sur la table des négociations. C'est bien, c'est une manière de déradicaliser, mais il ne faut pas remplacer les hors-la-loi par les républicains. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans le nord du pays aujourd'hui. Ce sont les hommes qui ont piétiné d'autres hommes qui sont élus, n'est-ce pas, pour patrouiller, pour faire des patrouilles mixtes et désarmer et aller encore tuer d'autres Maliens qui ont commis le péché de rester républicains et de ne pas prendre les armes contre la République. Imaginez ce que ça peut créer. Ça peut créer tout simplement le contraire de ce qu'on est en train de chercher. On est en train de déradicaliser certains et on va radicaliser d'autres. Malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. Et tout cela, encore une fois, c'est la responsabilité des groupes armés. Est-ce que l'accord d'Alger a un chapitre qui... L'accord d'Alger, en créant des privilèges, l'accord d'Alger en acceptant d'insérer des déserteurs de l'armée, l'accord d'Alger en acceptant, n'est-ce pas, d'élire la CEMA et la plateforme qui sont des groupes armés comme étant les seuls responsables de la sécurité de ce pays-là. Alors, cet accord d'Alger-là, il crée les conditions de pousser les autres Maliens, et particulièrement les autres nordistes qui n'ont pas pris les armes contre leur État, il les pousse à se radicaliser. D'accord, je reviens vers Monsieur le maire, Oumar Bathily, Monsieur le maire de Mopti. Monsieur le maire, est-ce que cet exemple de déradicalisation dans la région de Mopti est transportable, par exemple, dans une autre région, comme à Kidal ou ailleurs? Non, en fait, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont là et il y a des accords après la crise que nous avons connue, que nous avons vécue, que l'État est en train vraiment d'appliquer. Et je souhaite aussi que... Alors, votre expertise de maire, le maire a quand même beaucoup de proximité avec les populations. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que la même chose se fasse à Kidal ou à Gao ou à Sikasso, par exemple, où on connaît la fameuse Katiba du Sud avec Keïta? Moi, je suis convaincu. Je pense que c'est à la communauté et c'est pas le dialogue. C'est par l'approche participative de tout le monde
la gestion de proximité qu'on arrivera à résoudre ces problèmes, qu'on arrivera à résoudre les crises. Et je ne sais pas, je vais poser la question. Allez-y. Je ne vois pas une crise aussi ouverte, aussi aiguë, aussi profonde qu'on peut résoudre que l'État central seul peut résoudre. Je n'en vois pas. Et le Mali ne va pas faire exception. Toute crise a trouvé Rapidement, sa monsieur le solution. maire. Toute crise trouve sa solution au niveau de la base d'abord. Parce que la crise, c'est où? C'est la base d'abord. C'est la communauté, c'est la collectivité. Et c'est eux qui se connaissent. Le Nord, qui connaît mieux le Nord que celui qui vient de Kidal, Tombouctou, Gao? Qui connaît mieux Mopti, si ce n'est pas le ressortissant de Mopti? Et les mécanismes qui sont là pour régler des crises, tout le monde le sait. On le sait, il y a de chaque région ces mécanismes pour gérer, pour régler les crises. Et si on s'appuie, si on fait attention par rapport à la gestion des crises, en déployant vraiment ces mécanismes, je pense qu'on aura la solution. Il n'y a jamais une crise sans solution, jamais. Monsieur le maire, jamais avec les armes. On va revenir donc vers vous tout à l'heure. En attendant, on donne la parole à Brema Eli Diko. Il est sociologue, chef du département socio-anthropologie à l'université de Bamako. Monsieur Diko, quel est le rôle que doivent jouer les leaders religieux en vue de déradicaliser aujourd'hui? Rapidement. C'est une très bonne question. Vous savez, les leaders religieux, surtout que le Mali est un pays, on dit, musulman à 90%, bon, peu importe les chiffres, en tout cas, c'est le maximum de personnes. Je pense que les leaders religieux doivent revenir à la raison, éviter des discours, des prêches enflammeuses qu'on voit, ils s'insultent dans la radio privée, dans les TV privées. Ils doivent, je pense, tenir le même langage, rester dépolitiser complètement les hauts conseils et tout le groupement, et parce que c'est eux que les autres adeptes musulmans regardent. Si entre eux ça ne va pas, donc forcément ça va claniser l'islam, donc on aura en fait les soufis d'un côté, les qadrias d'un côté, les rigoristes d'un côté, les malikites d'un côté, et cela n'arrange pas la situation. Lorsqu'on voit les radios privées, leurs trucs, ils passent la journée à s'insulter, voilà. Donc ils se dénigrent. Mais je pense que il faut vraiment en gros une alliance de tous les leaders religieux pour conscientiser les jeunes. Pour parler le même langage. D'accord. Merci beaucoup, M. Diko. On va donner le dernier mot à Speti Agakado. Speti Agakado, la répression ou plutôt la sensibilisation pour aujourd'hui déradicaliser? Qu'est-ce qu'il faut? Les deux à la fois. Évidemment, quand on surprend quelqu'un dans la déviance, il faut le corriger. Maintenant, évidemment, c'est la sensibilisation qui est quand même la mère des sûretés. La sensibilisation de toute la société, la sensibilisation par l'exemple, en tout cas des dirigeants. Il faut que les dirigeants donnent l'exemple. Ça aussi, c'est la bonne sensibilisation. Il faut que les dirigeants cessent d'être injustes. Il faut qu'ils cessent d'être de préférer, la justice, de faire des donc, préférences. Sur ce, un tout dernier mot, Siaka Tcheblen Doumbia, très rapidement. Sur la déradicalisation, 3 points. D'abord, il n'y a pas de recette miracle. Ensuite, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et enfin, il faut qu'il y ait une inclusion totale, c'est-à-dire des acteurs de la société civile, un savoir religieux et que ça s'étale dans la durée. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre disponibilité. Nous étions avec Brema Eli Diko, chef du département socio-anthropologie à l'université de Bamako. Oumar Bachili, il nous a fait le plaisir d'être avec nous. Il est le maire de Mopti, il était donc au téléphone. Speti Agakado de la société civile. Siaka Tcheblen Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. Je suis Ousmane Diadje Touré. Mamadou Ouattara était à la mise en onde. Gagny Kanté à la régie vidéo. Cette émission a été réalisée par Ayouba So. Vous pouvez, mesdames et messieurs, retrouver cette émission sur notre site www.studiotamani en un seul mot.org. Merci et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.